Vamos mudar completamente de assunto. Vamos falar de mulheres. O senhor utiliza bastante o conceito de violência simbólica. E entre os mais significativos exemplos dessa violência, o senhor cita a dominação masculina, que descreve num livro recentemente lançado e causou grande polêmica. O senhor poderia falar um pouco deste assunto? Ah oui, alors bon. Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Bon, ce que j'ai voulu faire, c'est donner enfin, une cohérence théorique peut-être à des observations qui ont été faites souvent par des ethnologues, des sociologues, des économistes, etc., qui montrent que bon, les femmes occupent une position dominée. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est pas du tout ce que feraient les féministes françaises, qui malheureusement font plutôt de la théorie et pas toujours bonne que des travaux empiriques fondés. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors elle montre que c'est des femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, bon, elle a observé statistiquement, elle a mesuré, tout ça. Bon, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, bon, les femmes ont une fonction admise inconsciemment, hein, qui est dans ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent des relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. L'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent autant par des hommes que par des femmes, bon, des très beaux travaux. Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle ne repose pas seulement sur la violence économique, c'est-à-dire sur le fait que les femmes travaillant moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, bon, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., et qui suffit. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. J'ai essayé d'analyser tout ça et de montrer donc que c'est une domination très difficile à déraciner, paradoxalement, parce qu'il ne suffit pas de faire une révolution économique, il faut aussi faire une révolution symbolique dans la tête. Et ça serait la même chose d'ailleurs pour le problème de la domination ethnique entre les blancs et les noirs. Par exemple, c'est tout à fait le même modèle qui s'applique avec, voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, bon, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. Bon, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Bon, et donc, il y a des lieux de lutte. Je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, tout ce qui est masculin. Bon, hein. Et puis, il y a le féminin. Alors, c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, voilà, bon, c'est le social. Bon. Et évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout. Hein. Le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. A Assembleia Nacional Francesa acaba de adotar o Pax. O senhor acha que isso significa avanço em termos sociais? Que efeitos, na sua opinião, isso pode ter sobre a sexualidade?
fait, moi, je pense que symboliquement, c'est très important. C'est pas par hasard s'il y a eu tellement de batailles, c'est très très important. Ça change la vision, ça casse l'idée de naturel, quoi. La famille, c'est naturel, enfin, c'est dans la logique du naturel. Et alors, du point de vue d'un sociologue, chaque fois qu'on a du naturel, il y a de la manipulation, il y a de la domination. Le discours dominant naturalise les choses telles qu'elles sont. On dit c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc le fait de casser l'image ordinaire, naturelle du couple, de la procréation, de la reproduction, etc., c'est très très important symboliquement. Apesar de ter recebido inúmeros convites, o senhor nunca visitou o Brasil, mas quase toda a sua equipe esteve entre nós. Sauf moi. Oui, je sais, j'ai honte. O convite permanece, mas até o momento, qual a sua visão do Brasil e dos intelectuais brasileiros? Ah, c'est très difficile de répondre à ça. C'est très très difficile parce que bon, je peux pas donner une image globale, je ne peux pas. Alors tout ce que je peux dire, c'est que dans oui, le combat, je pense, qui s'engage en ce moment et qu'il faut mener. Le Brésil fait partie des pays sur lesquels je compte. Voilà, je pense que c'est bizarre de parler en ces termes, mais je crois qu'on est engagé actuellement dans un combat pour la défense d'une civilisation, etc. Et je pense que pour des raisons historiques, le Brésil qui a subi la politique néolibérale de plein fouet, avec une violence extrême, et qui en même temps a des ressources culturelles, historiques importantes. Peut être un des éléments, un des lieux importants de résistance. Voilà. Moi, je pense que la résistance ne peut plus être nationale. Je pense que il y a une sorte de processus de colonisation de l'Amérique latine. Alors c'est une forme tout à fait nouvelle de colonisation, c'est pas la colonisation à l'ancienne, c'est la colonisation des cerveaux, la colonisation, etc. Bon, cette colonisation, elle est en train d'atteindre l'Europe, et je pense que l'Europe ne peut se sauver, bizarrement, que si elle n'oublie pas, en gros, les Brésiliens et les Indiens. Voilà. Bon, mais il y a d'autres. Hein. Il y a pas que les Brésiliens étant un symbole de pays de grande tradition culturelle, qui a du capital historique. Voilà. Bon, alors voilà. Mais j'hésite à dire ça, parce que c'est pour ça que mon ton est hésitant, parce que je pense que beaucoup de gens vont penser que je sors de mon rôle de chercheur pour faire le prophète politique. Bon, mais c'est aussi, je pense, pour défendre une certaine recherche. Par exemple, c'est vrai que le Brésil est un pays où s'est développée une très 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 bonne sociologie, une très bonne anthropologie de tout premier ordre, avec très peu de moyens. La France n'a jamais donné un sou, en tout cas à moi, pour contribuer à ça. Ça s'est développé sur la base de ressources, parce qu'il y a des traditions de littérature, il y a des traditions de recherche, il y a une tradition d'ethnologie. Il y a eu des grands, des Bastide, des Lévi-Strauss, des Braudel, etc., des tas de gens, des Foucault qui sont allés au Brésil, qui ont fait... Et c'est tout ce capital qui fait que le Brésil a gardé une autonomie considérable à l'égard des forces mondiales, en particulier de l'américanisation des cerveaux, parce que là, ça c'est un point. J'ai écrit un papier avec Loïc Lacan qui s'appelle Les ruses de la raison impérialiste, dans lequel on essaie de montrer que
la vision du monde dominante, c'est une forme de violence symbolique, enfin s'impose à travers l'imposition de problématiques et de catégories de pensée. Par exemple, il y a un passage qui a été écrit par Loïc Lacan sur la manière dont la vision de la division ethnique ou raciale américaine tend à s'imposer par la médiation de la recherche, de catégories de pensée, etc., à l'ensemble des pays sud-américains et en particulier au Brésil. De même, tous les concepts que nous avons abordés aujourd'hui, de globalisation, etc., tous ces concepts circulent souvent à peine traduits dans le monde entier et deviennent des problématiques imposées, voilà, parce qu'ils ont l'air universels, alors qu'ils universalisent des particularités américaines. Bon, par exemple, la dichotomie noir-blanc, enfin, qui a une forme historique tout à fait particulière aux États-Unis, puisqu'avec une seule goutte de sang noir, on est noir. Bon, cette dichotomie noir-blanc, qui est historique, qui correspond à une société qui a eu l'esclavage, etc. Bon, hein, elle tend à s'universaliser et ça devient la manière universelle de poser le problème. Bon, et alors nous faisons la liste d'un certain nombre de questions. Il y a communautarien, individualisme, etc. Il y a toute une série il y a holisme, individualisme, enfin il y a toute une série de couples, d'oppositions comme ça, qui correspondent à des particularités de la société américaine et qui sont devenues universelles, et qui font des effets, des ravages sur le terrain scientifique. Sur le terrain scientifique, ça engendre des foules de faux problèmes, y compris évidemment aux États-Unis, puisque les Américains tendent à voir comme universelles des catégories de pensée qui sont le produit des structures sociales particulières de leur pays. Donc il faudrait historiciser ces catégories nationales pour en libérer les Américains et en libérer tous ceux à qui les Américains les imposent. Voilà, voilà. Et ça, c'est aussi un boulot qu'il faut faire. Alors ça nous incombe, malheureusement, c'est un peu toujours les mêmes qui font ce genre de boulot. Là, on revoit d'ailleurs l'intérêt, c'est un bel exemple, ça, de politisation théorique, qu'il faut beaucoup de théories. Il faut avoir la théorie des catégories, la théorie, il faut avoir lu Kant, il faut avoir tout un capital théorique, je crois, assez sophistiqué, et en même temps une pulsion. Voilà. Alors, donc, je pense que le Brésil, c'est pas une concession particulière à comment dire, au fait que vous êtes brésilien et que je parle pour un public brésilien. Je pense qu'il y a un rôle, leader théoriquement, leader de résistance, qui peut. Alors cela dit, il faudrait que évidemment les intellectuels se réveillent, et là ils peuvent trouver disons une ancienne dépendance à l'égard de l'Europe et à l'égard de la France peut devenir un instrument de libération. Il y a encore des gens, qui étant formés dans la culture française, etc., et ayant sans doute quelques illusions sur la culture française, peuvent être très, très utiles pour résister à cette autre forme d'impérialisme de l'universel qui vient à travers les sciences sociales. Alors ça, c'est important, parce que à travers les sciences économiques et